André Fertier, je vais revenir un petit peu maintenant sur la démarche de Sémaphore. Donc votre démarche est de rendre l'ensemble des pratiques culturelles accessibles au monde, mais en traitant tout de façon globale. Oui. Expliquez-nous cette prise en charge globale du problème. Oui, c'est pas d'ailleurs qu'on ait souhaité se lancer dans cette aventure de manière globale au départ. Et c'est imposé à vous. Parce que ça s'est imposé, parce qu'on a constaté que finalement il y avait des expériences pilotes très riches, mais qui n'avaient pas de garantie de pérennité, qui reposaient tout le temps sur des individus, des initiatives individuelles, et finalement ça n'avait pas de pérennité, ni de garantie d'ampleur aussi, ni d'être modélisé, transféré. Et donc c'était une bonne façon, c'est de faire entendre votre message. Voilà, et on a vu qu'il était nécessaire d'agir à la fois au niveau des établissements culturels, des établissements qui prennent en charge les personnes handicapées, que ce soit dans le secteur sanitaire, médico-social, y compris même les services d'aide à domicile. Parce que par exemple, si vous voulez demain, on a fait l'état des lieux par exemple des sites culturels parisiens, on voit que sur les 62 bibliothèques municipales à Paris, il n'y en a aucune qui fasse du portage pour les personnes, par exemple, âgées, isolées à domicile, personnes lourdement handicapées. Oui, parce que vous rappelez que votre action s'adresse aussi bien aux personnes handicapées, mais aussi aux personnes âgées. Hein. C'est toutes les personnes à mobilité réduite ou à... handicapées sensorielles, handicapées mentales. Et donc, il est nécessaire, en effet, à ce moment-là, d'engager une action pour que les villes qui, elles, sont porteuses de la politique culturelle en France, qui, par exemple, ont des établissements culturels municipaux, intègrent dans leur démarche, intègrent dans leur déontologie l'intégration des personnes handicapées. Et souvent, moi, aujourd'hui, on parle toujours, changeons le regard porté sur la personne handicapée. Moi, je pense qu'il faut changer le regard porté sur soi-même, et chacun en fonction de ses responsabilités. De la même manière qu'un chauffeur de bus, il peut se dire, mais moi, je vois qu'il y a des bus là qui sont accessibles à tous, donc y compris des personnes en fauteuil roulant. Pourquoi mon bus n'est pas accessible? Est-ce que j'ai envie de conduire 20 ans un bus qui ne sera pas accessible à tous? Comme au temps de l'apartheid en Afrique du Sud, par exemple. Chacun se sente concerné individuellement en tant que citoyen et qu'on porte la parole. Et que si on dirige une école de musique, qu'on se dise, mais est-ce que mon école est accessible aux personnes en fauteuil roulant, aux personnes handicapées mentales? Et à ce moment-là, c'est responsable. Il ne faut pas non plus, je pense, qu'ils se sentent devoir répondre seuls à cette question, parce que souvent c'est complexe, mais ils peuvent s'appuyer sur des pôles ressources, que ce soit Sémaphore, mais il y a d'autres pôles ressources comme Regard en France. Il y en a de plus en plus en France des pôles ressources qui peuvent aider pour des actions de formation du personnel, pour aider même en termes d'architectes qui sont spécialisés maintenant pour l'accessibilité, et pour aider aussi en termes de comment développer les partenariats avec les gens, les professionnels qui prennent en charge les personnes handicapées. Quand vous dites partenariat, c'est partenariat avec les entreprises, avec les... Oui, et puis aussi avec surtout, si vous voulez, dans une maison d'accueil spécialisée, quand vous avez 35 personnes lourdement polyhandicapées, vous ne pouvez pas, par miracle, tout d'un coup, avoir ces personnes lourdement polyhandicapées qui accèdent au conservatoire. Même si le conservatoire s'ouvre, il faudra un partenariat avec les personnes qui prennent en charge ces personnes lourdement handicapées. Et là, donc ça nécessite en effet de savoir comment tisser des conventions de partenariat pour que les professionnels qui prennent en charge les personnes handicapées n'usurpe pas dans certains cas trop le rôle des professionnels de la culture. C'est-à-dire que ce qu'il faut demain, c'est que quand même, au lieu que ce soit un aide-soignant qui tout seul, on lui demande de faire de la danse, de la musique, des arts plastiques, du sport et du Scrabble, non, qu'il accompagne, qu'il aide cet aide-soignant, les professionnels de la culture, à intégrer dans leur classe d'art plastique, dans leurs cours de danse, les personnes handicapées. Et que pour ce qui concerne les loisirs au quotidien, l'aide-soignant, en effet, peut être des profils d'auxiliaires d'intégration culturelle, ça se développe. Mais enfin, quand on veut pratiquer les guitares, on va voir un prof de guitare. Oui, absolument. Donc spécialisons vraiment les postes, en fait, et faisons appel à des professionnels. D'ailleurs, est-ce qu'elle existe, cette formation professionnalisante dédiée au monde du handicap? Alors, il y a eu, par exemple, l'année dernière, en Ile-de-France, au CFEDEM Ile-de-France, c'est-à-dire le centre qui forme pour le diplôme d'État de professeur de musique, il y a intégré dans le diplôme d'État maintenant, obligatoirement, un référentiel sur comment intégrer les élèves en situation de handicap, et quel que soit le handicap. Donc, c'est là où, en amont, maintenant, les professeurs de musique, ceux qui passent le diplôme d'État, sauront intégrer des élèves en situation de handicap. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils le feront forcément seuls, parce que soit ils sauront le faire seuls, dans certains cas, selon les handicaps, mais dans certains cas, ils sauront où se faire aider. Il y a par exemple le CIDVEM en Ile-de-France, qui est un centre qui aide les classes de musique et les professeurs à intégrer les déficients visuels dans des cours de musique. Ils sauront aussi où trouver les ressources. D'accord. 95 à 98, on a publié une encyclopédie culture handicap avec 5 guides pratiques. Déjà pour avoir un aperçu des réponses, que ce soit en formation, en aide technique. On est d'ailleurs en train de publier, de finir l'édition. J'ai une caméra, elle finira bien par arriver. Je le laisse comme ça. Voilà, on est en train de finir aussi avec le ministère de la Culture une coédition d'un ouvrage sur spectacle et accessibilité qui sera à l'attention des professionnels des scènes nationales, des maisons de la culture, des centres d'art dramatique. Alors c'est très, je vous coupe un instant, c'est très très bien fait.
C'est extrêmement, voilà, c'est extrêmement concret, imagé, iconographie. Enfin voilà, ce sont des petits ouvrages qui appartiennent à une encyclopédie qui s'appelle. Elle s'appelle comment? Culture et handicap. Culture et handicap. Donc on répète qu'il y a combien? Il y a 5 guides pratiques. 5 guides selon l'art, voilà, le type d'art. Art plastique, danse, musique, théâtre, écriture, lecture. Et puis donc il y a d'autres guides en cours de parution, notamment avec le ministère de la Culture sur les spectacles accessibilité. Je dirais que les grands chantiers aussi, ce sont des dispositifs justement pour répondre à cette problématique de partenariat. Par exemple, actuellement, on a mis en place... Oui, quelque part, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on ne peut pas quand même se passer d'un partenariat intelligent parce que tout simplement, il existe, comme vous parliez là, des transporteurs, etc., il existe des sociétés qui ont de quoi dédier une partie de leur activité aux personnes handicapées. Voilà, c'est tout. Et que les structures existent déjà pour le plus grand nombre. Il suffit juste d'introduire une spécificité dans leur fonctionnement. Dans certains cas, il faut des professionnels qui ont un métier très spécifique. J'évoquais tout à l'heure les conférenciers en langue des signes, mais dans certains cas, pour tout ce qui est nouvelles technologies, musique assistée par ordinateur avec certains capteurs, pour certaines formes de handicap. Mais d'une manière générale, c'est surtout un réseau de partenaires qui doivent travailler ensemble. Et dans cet esprit, Sémaphore avec la mairie de Paris, par exemple, on a développé un dispositif qui s'appelle Cascade, ce qui veut dire cellule d'assistance et de services culturels à domicile, qui aide les personnes handicapées à sortir de chez elles pour aller prendre un cours de danse, un cours de musique, ou pour accueillir chez elles des lecteurs à haute voix, de la lecture théâtralisée, ou aussi recevoir des documents vidéo, DVD, etc. Donc, et en grand chantier, je dirais, là sur le plan aussi de CRA France, le Rassemblement national de CRA France, nous travaillons actuellement, et avec le ministère de la Culture, sur la réflexion sur les maisons départementales des personnes handicapées. J'allais vous mettre... Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'elles ont pris en charge toujours cet élément culturel? Ce sont ces maisons départementales qui viennent d'être inaugurées depuis le mois de janvier, dans toute la France, dans tous les départements. Tout à fait. De par la loi, elles étaient obligées d'être instaurées dès janvier. Certaines commencent dès aujourd'hui à afficher leur volonté, notamment pour leur mission de guichet unique en termes d'information et d'orientation, de traiter la question de loisirs et de la culture. Tant d'ailleurs pour informer les usagers, une personne handicapée qui veut trouver un cours de danse accessible, un cours de théâtre, etc., que les professionnels qui peuvent avoir envie de savoir en effet comment je rends ma bibliothèque accessible, comment je rends mon école de musique accessible. Donc ces maisons départementales, certaines commencent dès aujourd'hui. Je sors ce matin d'un rendez-vous à la maison départementale des personnes handicapées d'Orléans, où en effet il y a des volontés qui s'affichent, à Paris également. Tout à fait, ce thème des loisirs de la culture sera pris en compte. Je soulignerai même que c'est très positif, il y a certaines maisons départementales qui ont intégré dans la commission, ce qu'on appelle maintenant la commission d'accès au droit et à l'autonomie, qui remplace la Cotorep et la CDES, qui ont intégré des pôles ressources sport handicap ou culture handicap. Donc c'est un bon signe. Maintenant il y a une centaine de départements. Et pour une fois c'est dans toute la France, voilà, c'est vraiment un processus. Après, comment ça va être généralisé, c'est à nous au niveau du mouvement culture handicap de nous battre pour faire en sorte que ça soit pris en compte et qu'on puisse les accompagner, ces maisons départementales, dans cette démarche. Merci à tous d'avoir été présents sur ce plateau et je vous dis à la prochaine fois, mercredi. Ciao. Merci.